Bonjour à toutes et à tous et un grand merci encore une fois à l'AMCAR pour cette invitation et pour cette très belle organisation. Donc effectivement, je vais vous parler de ce fameux risque de mort subite qui a été évoqué très justement par mon collègue. Je vais juste vous montrer quelques exemples de patients qu'on a traités, notamment ce jeune enfant Paul qu'on avait eu quand il avait 11 ans, parce qu'il était venu adressé par son cardiologue parce qu'il avait fait 6 malaises avec perte de connaissance en plein effort en 6 mois. Bien sûr, ces deux parents qui étaient médecins nous l'avaient adressé. On avait fait un bilan complet avec ECG, épreuve d'effort, TIL test, etc. Et tout était revenu négatif, à l'exception d'une hypertonie vagale, notamment au test de provocation pharmacologique, puisqu'on avait été jusqu'à un test à la striadine et à l'isuprel. Et l'ensemble de l'équipe avait conclu à une probable hypertonie vagale et on avait autorisé, bien sûr, la reprise de l'activité physique et sportive. Et 3 ans plus tard, alors qu'il faisait un match de rugby dans son club, il a fait un syndrome coronarien aigu qui a été pris en charge par le SAMU. Il a été adressé à l'hôpital et quelques heures plus tard, il a fait un OAP ischémique, il a été intubé, ventilé. Vous voyez cette échographie qui montre, vous le voyez très bien, une ischémie dans le territoire antérieur et latéral tout à fait caractéristique à l'échographie. Et on a été jusqu'à une coronarographie qui ne montrait pas d'occlusion des troncs artériels, mais qui montrait de manière assez difficile une sténose du tronc coronaire gauche qui s'est révélée être cette fameuse anomalie de naissance de la coronaire gauche depuis le sinus droit qui passe entre les deux vaisseaux avec, on le verra après, un trajet interartériel et intramural, donc on appelle une anocore gauche. Et cet enfant a été opéré et aujourd'hui va très bien. Un autre cas d'un jeune garçon de 13 ans, sans aucun symptôme, alors qu'il fait en plein match de foot avec son club, encore une fois, une mort subite, une syncope avec arrêt cardiaque. Vous voyez ici le tracé du défibrillateur où il est en fibrillation ventriculaire. Il est choqué par le DSA. Il a un tracé, vous voyez, d'ischémie antérieure avec miroir inférieur quand il récupère un rythme sinusal, tracé qui se normalise par la suite. Et vous voyez que l'échographie, quand il arrive à l'hôpital, montre une fonction cardiaque qui est relativement normale, avec simplement une petite insuffisance mitrale. Et comme nous l'a montré notre collègue juste avant, cette insuffisance mitrale, elle doit quand même vous alerter sur un processus ischémique potentiel. En fait, il n'y a aucune vraie raison qu'un jeune de 13 ans ait une insuffisance mitrale. Et effectivement, ça peut être une insuffisance mitrale ischémique sur une anomalie coronaire ischémique. Et ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille ici, c'est quand vous regardez ces coronaires dans la vue parasternale petit axe, vous voyez une énorme coronaire droite ici. Et quand vous voyez une énorme coronaire droite, soit c'est une fistule, soit c'est cette fameuse anomalie coronaire qu'on appelle Al-Kappa, avec une coronaire gauche qui naît de l'artère pulmonaire. Et donc l'artère coronaire droite est énorme parce qu'elle vient collatéraliser le réseau gauche, ce qui fait que cet enfant, en fait, à l'état basal, il n'avait même pas de dysfonction VG, il avait simplement cette toute petite insuffisance mitrale. L'autre élément qui peut vous mettre la puce à l'oreille, c'est que vous pouvez voir en Doppler des flux tout à fait atypiques dans le septum interventriculaire, qui sont en fait toutes les fistules de collatéralisation sur les artères septales qui viennent collatéraliser la coronaire droite avec la coronaire gauche. C'est exactement ce qu'on vous a montré sur le scanner, la reconstruction 3D. Vous pouvez le voir à l'échographie dans votre cabinet. Et évidemment, l'angiographie vous montre exactement la même image que précédemment, dans le topo précédent, à savoir une énorme artère coronaire droite qui vient collatéraliser l'artère coronaire gauche qui se jette dans l'artère pulmonaire avec un effet de vol, une ischémie par vol coronaire. Donc, voilà, on vous a présenté ces anomalies. Il faut d'abord avoir conscience en fait, de rapport de proportion, parce qu'on vous a parlé 2 fois d'Al-Kappa. Bon, je vais vous demander d'oublier un peu l'Al-Kappa, parce que l'Al-Kappa, vous voyez, c'est 0,008% des naissances, donc c'est une anomalie hyper rare. Les autres anomalies, atrésie congénitale, fistule, sont des anomalies aussi très rares, alors que l'anomalie de naissance de la coronaire, selon les séries de Coroscan ou de coronarographie, ça varie entre 0,3 et 0,8%. Donc, on peut dire presque 1% de la population marocaine et française et mondiale. Donc, c'est, en termes de proportion, beaucoup plus fréquent.
Et ça a été rapporté, notamment dans les séries américaines, comme étant responsable de entre 19-20 et jusqu'à 60% des morts subites sur les terrains de sport, mais des morts subites chez les jeunes. D'accord ? Les athlètes de 50 ans qui font la course à pied, qui font des décès brutaux, souvent c'est des coronaropathies qu'ils ont. Quand on a un adolescent, il faut que vous pensiez à ça. Parce que c'est probablement la première ou la deuxième cause de décès chez les collégiens et les lycéens. Et après, ça mixe avec la dysplasie arythmogène et la cardiomyopathie hypertrophique. Mais si vous avez un collégien de 12 ans qui fait une syncope alors qu'il joue au foot avec ses copains, vous devez penser à ça. Et vous avez vu, donc il y a, on va dire, presque 1% dans nos corps, donc il y en a beaucoup. Il y en a qui sont complètement bénignes, hein, qui seront jamais ischémiques, comme la circonflexe qui passe derrière l'aorte. Ça, c'est une variante de la normale. Et donc, ce qui pose problème, surtout, c'est les anocorps gauches, l'anomalie de la coronaire gauche, et en plus, l'anomalie de la coronaire gauche, quand elle a un trajet intramural. Intramural, ça veut dire qu'elle va passer dans la paroi de l'aorte, et on le voit comme ça. Ici, par exemple, c'est un cas, bon, ça, c'est une coronaire droite. Intramural, ça veut dire qu'elle part de l'aorte, elle a tout un trajet dans la paroi de l'aorte, et quand elle va être dans la paroi de l'aorte, elle va être vraiment très, très rétrécie. Quand elle n'a pas de trajet intramural, qu'elle passe juste entre les deux vaisseaux, on dit qu'il peut y avoir une compression par la dilatation des vaisseaux à l'exercice physique, mais en réalité, le risque, il est beaucoup moins important. Donc, la précision du diagnostic, notamment à travers le scanner, et on a parlé du scanner et de l'IRM, et vous avez dit très justement que le scanner a une meilleure résolution que l'IRM. Donc, s'il y a un examen à faire, c'est un scanner, même si on irradie un peu le jeune, parce qu'il faut voir, ça se joue quand même au millimètre près, au demi-millimètre près. Et vous voyez que l'anomalie gauche, heureusement, elle est 10 fois moins fréquente que l'anomalie droite. Donc, heureusement, là, on arrive à un petit nombre de patients, et le risque de mort subite, par contre, il est 10 fois plus important que l'anomalie de la coronaire droite, qui est 10 fois plus fréquente. Donc vous voyez que c'est anomalie de la coronaire droite, anomalie de la coronaire gauche, c'est pas la même chose. En tout cas, en termes de risque. OK ? Et vous verrez pourquoi après c'est important. Et donc, mon collègue l'a dit, il y a des critères scanners, je ne vais pas vous détailler ça parce que ce n'est pas l'objet du topo, mais qui vont définir si la coronaire, elle est intramurale, c'est-à-dire dans la paroi du vaisseau ou non. Et vous verrez après pourquoi c'est important dans l'autorisation d'activité physique. Je vous montrerai à la fin du topo. Et donc, ça, c'est les choses que vous connaissez. Vous avez vu ça dans tous les topos, les causes de mort subite à l'exercice physique. Mais gardez à l'esprit que ces diagrammes que vous avez tous vus, publiés par Mayron aux États-Unis ou Corrado en Europe, c'est pour toute la population, c'est-à-dire pour les adultes essentiellement. Évidemment, on retrouve les coronaropathies, la cardiomyopathie hypertrophique. Et malgré tout, quand on ne fait pas la différence entre les adultes et les enfants ou les adolescents, les anomalies coronaires, ça reste quand même la deuxième ou la troisième cause. Hein. C'est 12% ici en Europe, 19% aux États-Unis. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. On pense toujours à la dysplasie, on pense toujours à la myocardiopathie hypertrophique, mais l'anomalie coronaire, elle est fréquemment impliquée dans le décès subi à l'exercice physique, en plein exercice physique. Et si on regarde l'anomalie de naissance de coronaire, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ça correspond à un risque qui est vraiment beaucoup plus fréquent chez le très jeune. Et si vous voyez ce papier, qui est un papier qui fait référence, qui a été publié il y a plus de 20 ans, ils ont regardez simplement l'âge des décès, vous voyez que la plupart des décès, c'est des enfants qui sont soit au collège, soit au lycée. Ce n'est même pas des universitaires, des jeunes adultes, c'est des adolescents. Donc pensez-y, si vous avez au cabinet quelqu'un qui arrive avec une syncope à l'effort et qui est un jeune adolescent. Voilà, c'est ça le message. L'autre message, c'est que quand on regarde les circonstances de l'accident, c'est quasiment toujours en plein effort physique. Ce n'est pas au repos ou après l'effort physique. Et si on interroge, parce que les examens, c'est important, mais l'interrogatoire, la clinique, c'est très important, il y a certains patients, on dit environ 50%, qui ont eu des symptômes auparavant, comme des syncopes, comme des douleurs thoraciques. Pensez à Paul qui avait fait 6 syncopes avec perte de connaissance en plein effort physique, et on a dit qu'il faisait des malaises vagos, d'accord ? Le CHU de Bordeaux a dit ça, et s'est trompé. Donc,
Le contexte clinique est important. Malheureusement, dans à peu près 50%, le premier accident sera la mort subite et il n'y aura eu aucun signe clinique qui aura précédé ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire comme examen complémentaire. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, la deuxième sélection, c'est comment on va affiner le risque ischémique, parce que je vais vous spoiler la fin du topo. Les patients symptomatiques qui ont fait une mort subite récupérée ou qui ont l'angine de poitrine à l'effort, il faut les opérer. C'est évident. Tous. Ceux qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire strictement asymptomatiques, et qui font du sport dans leur collège ou du sport professionnel dans leur club de foot, c'est différent. Parce que les enjeux sont différents. Donc, effectivement, l'échographie de dépistage, en particulier chez l'adolescent, c'est quand même l'examen de première intention. Notre collègue nous a brillamment expliqué vraiment les coupes échographiques, l'ajustement du Doppler qu'il faut faire pour faire le diagnostic des anomalies coronaires. Vous savez où naissent normalement la coronaire droite et la coronaire gauche. Et quand vous avez une coronaire gauche que vous pouvez voir dans son sinus gauche, mais que vous voyez ce trajet là dans la paroi artérielle aortique, vous pouvez diagnostiquer l'anomalie. Et si vous mettez la couleur et si vous ajustez votre limite de Nyquist en la baissant pour optimiser le flux couleur, vous allez, en tout cas dans les bonnes fenêtres, faire le diagnostic de cette anomalie de la coronaire droite. Vous voyez, et on voit même des flux, parfois on voit même un aliasing qui montre quand même qu'il y a un effet de sténose. Donc vous pouvez le voir. Et regardez, ça c'est Paul. Ça c'est des vieilles échos. Mais Paul, il était venu en 2011, il avait fait son échographie. Et si on avait été un peu plus professionnel, on aurait vu ce flux ici, qui est la naissance de la coronaire gauche avec une accélération sur une échelle vitesse couleur de 40 cm/s, alors que la coronaire gauche doit naître ici du son sinus gauche. Elle naissait ici, il y avait déjà une accélération, on l'a loupé, et cet enfant a fait une mort subite, heureusement récupérée. Donc, il faut être attentif à ces petits signes. Si vous voyez une énorme coronaire droite comme ça, pensez à l'ALCAPA, en particulier s'il y a une IM qui peut être ischémique. Souvent, il y a un tableau de myocardiopathie ischémique, comme nous a montré notre collègue. Rarement, il peut y avoir aussi simplement une toute petite IM ischémique avec un VG normal, comme le cas de Jocelyn qui avait 13 ans. Évidemment, le scanner, qui est le gold standard, je ne vais pas revenir sur ce sujet qui a été très bien détaillé, nous montrera les anomalies de trajet, les anomalies de naissance et les anomalies distales de connexion, notamment les fistules. Donc c'est l'examen de référence. Alors évidemment, vous faites votre diagnostic d'une anomalie de la coronaire droite, qui est 10 fois plus fréquente que la gauche. L'enfant, vous le faites par hasard, parce qu'il vient par exemple pour des palpitations, ou pour un bilan quelconque. Vous allez vous dire, mais il faut que j'essaie de documenter l'ischémie, parce que est-ce qu'il faut que je l'opère, est-ce qu'il faut que je l'opère pas? Et donc, vous allez faire des épreuves d'effort, des échos de stress, des IRM de stress, des scintigraphies, tout ce que vous avez à votre disposition dans votre réseau de soins. Mais sachez que le rendement diagnostique, c'est-à-dire la recherche de la documentation d'ischémie par tous les tests que vous connaissez dans ce type d'anomalie, est très décevant parce que dans l'immense majorité des cas, c'est négatif. Et ce qu'ont proposé les experts, si vous voulez, pour documenter l'ischémie inductible, c'est de faire des FFR en coronarographie sous dobutamine. On s'imagine bien qu'on ne va pas faire ça. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre dans un réseau de soins, même en France et peut-être aussi au Maroc. Donc, c'est des examens qui seront faits que dans quelques centres. Tous les examens qu'on fait habituellement, vous et moi, des échos de stress, des IRM de stress ou des scintigraphies, sont souvent négatifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, puisque souvent c'est négatif? Est-ce qu'il faut tous les opérer ou est-ce qu'il faut en opérer aucun? Parce que la chirurgie, c'est pas rien quand même. On va en parler, je pense, tout à l'heure. Est-ce qu'il faut les contre-indiquer au sport? Sport scolaire, sport dans un club, sport pro? Heureusement, on a des recommandations que je ne vais pas vous détailler, mais je vais vous les résumer en une phrase, vous allez voir, c'est très simple. Parce que la chirurgie, un mot pour la chirurgie. Vous allez en diagnostiquer des anocorps, maintenant qu'on fait beaucoup de scanners, etc. Sachez que pour prévenir une mort subite sur une durée de 10 ans, il faut opérer 9 enfants avec une anomalie gauche, ou 9 adultes avec une anomalie gauche, mais faire une chirurgie parfaite et sans aucune complication, alors que si on ne fait pas le distinguo des formes cliniques complexes
ou à risque ou non à risque, il faudrait opérer 250 anomalies droites pour sauver un enfant sur une durée de 10 ans, ou un patient. Donc vous voyez que opérer les coronaires droites de manière systématique, sans documentation d'ischémie, sans caractérisation du risque, ça pose question quand même. Puisque je vous remets la mortalité en termes de mort subite annualisée, c'est 0,2% pour les gauches et 0,02% pour les droites dans la population générale. Et évidemment, chez les patients qui font du sport à très haute intensité, en particulier entre 10 et 35 ans, puisque c'est l'âge critique pour les anomalies coronaires, ça monte à presque 1% pour les gauches et 0,04% pour les droites. Juste à titre de comparaison, la mortalité aux États-Unis des jeunes conducteurs, c'est 0,02% par an. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même risque que de décéder d'une anomalie de la coronaire droite. Et si je vous mets l'incidence de mortalité par mort subite annualisée, par exemple pour les TV catécholergiques, les CMH, vous voyez que c'est à peu près 10 fois plus, il y a à peu près 10 fois plus de risques. C'est juste pour mettre en perspective l'indication. Donc, pour finir, très brièvement, je vous montre quelques cas. Cas anglais d'une jeune fille qui devait faire les Jeux Olympiques de natation pour l'équipe d'Angleterre, à qui on découvre, parce qu'elle fait une échographie dans le cadre de son statut de sportif de haut niveau, une anomalie de la coronaire droite. On lui fait une échographie de stress, elle est négative. Donc, est-ce qu'on l'autorise à aller en équipe de Grande-Bretagne pour faire les JO? Eh bien, on a demandé à Julie Brothers, qui est la papesse de l'anomalie coronaire qui travaille aux États-Unis, qui a dit que le risque de mourir d'une anomalie coronaire droite quand on ne fait pas de sport, c'est à peu près autant de risques que de mourir frappé par la foudre. C'est pas très important a priori. Et si elle fait du sport, elle estime qu'entre 16 et 22 ans, elle a autant de risques de mourir dans une pratique intensive de sport que de mourir d'un accident de voiture. Alors, après, tout est une question de point de vue. Mais en tout cas, c'est sa réponse. Ça, c'est un patient qu'on a à nous. C'est un jeune garçon qui a 10 ans. Il est dans les 2-3 meilleurs joueurs de tennis français de son âge. Il est bien sûr destiné à être sportif professionnel et on lui diagnostique ça par hasard. Est-ce qu'il faut le laisser rentrer dans une carrière de sportif pro? Donc, on a fait un staff il y a un staff à Paris et nous, on fait un staff ici à Bordeaux. On a vu que les critères de coronaire intramural, ils étaient jugés comme limites. On lui a fait des tests de provocation ischémique. On a dit qu'ils étaient négatifs. On a constaté qu'ils étaient négatifs. On a autorisé la poursuite en signant un certificat pour qu'il fasse du sport de compétition. Dernier cas, ça c'est un footballeur d'Afrique de l'Ouest qui devait être recruté par Chelsea, qui a été refusé à Chelsea, il a été présenté à l'OM. Ça c'est le rapport des médecins experts de l'Olympique de Marseille qui l'ont refusé, et après il a été présenté à Bordeaux, et donc ils m'ont envoyé le dossier. Il a une anomalie très rare, puisqu'il a une boucle postérieure de la circonflexe, qui n'est pas à risque, et il a un passage intraseptal, comme a dit le collègue, de l'IVA. Donc il a une double malformation, une qui est bénigne, l'autre qui est potentiellement à risque. Les médecins de l'Olympique de Marseille se sont posé la question d'une contre-indication temporaire à la pratique du sport de loisirs et compétition. Ils ne l'ont pas signé dans le club de l'Olympique de Marseille, et donc ils nous l'ont envoyé à nous. Finalement, le club des Girondins, qui était en première division à l'époque, ne l'a pas pris. Alors ce patient, il joue dans un des 3 plus grands clubs du Maroc aujourd'hui. Je ne vous dis pas lequel parce que je ne veux pas. Et il joue pour l'équipe nationale de son pays. Voilà. C'est la vérité, je l'ai googlisé hier pour vérifier qu'il était encore dans l'équipe pro. Donc, pour conclure, les anomalies coronaires, c'est fréquent, mais elles sont polymorphes, comme on l'a dit, et elles sont de gravité variable. Si vous avez un symptôme de douleur thoracique ou de syncope chez un jeune, vous devez la rechercher. C'est votre devoir. Les anocorps gauches, elles sont considérées comme à risque, elles sont a priori toutes avec indication opératoire, quelle que soit leur forme anatomique. Les anocorps droites, il faut qu'elles aient des critères anatomiques de dangerosité et, a priori, qu'il y ait une documentation d'ischémie ou un symptôme. Sinon, la recommandation européenne et américaine, c'est plutôt de ne pas les opérer. Et a priori, de ne pas limiter l'activité physique, même intensive.
C'est l'échographie en première ligne, c'est clairement le scanner pour le diagnostic de certitude. Rappelez-vous que les tests ischémiques sont souvent très décevants et qu'il y a des nouvelles techniques, mais très complexes à mettre en œuvre pour essayer de documenter l'ischémie. Merci de votre attention. Et si vous êtes intéressé par la cardiologie congénitale, sachez que, grâce au Dr Zaimi, on a un DU de cardiologie congénitale à Casablanca, à l'Université Mohamed VI. Merci beaucoup.